Europe 1 midi, Arthur Delaborde. Et 2 semaines après le coup d'État au Niger, on va parler de la situation dans le pays alors que s'ouvre aujourd'hui un sommet crucial au Nigeria. Nous sommes avec Thierry Vircoulon. Bonjour. Bonjour. Chercheur associé à l'Institut français des relations internationales, l'IFRI. Le bloc ouest africain est donc réuni, énième tentative pour sortir de la crise. Comment vous voyez les choses, Thierry Vircoulon? Est-ce que ce sommet peut aboutir déjà sur quelque chose de concret? Non, ce sommet ne va pas aboutir à quelque chose de concret. Il fait suite à la fin de l'ultimatum de la CEDEAO dimanche et très probablement le sommet d'aujourd'hui va simplement dire qu'il faut que le recours à la force est toujours sur la table, mais qu'il faut d'abord privilégier une solution négociée. Et donc, ils vont montrer finalement, ce qu'il faudra lire entre les lignes, c'est qu'il il ne peut pas y avoir de recours à la force et il n'y en aura pas. Et donc, la CEDEAO aura largement perdu son bras de fer avec la junte nigérienne. Donc pas d'intervention militaire, ça vous paraît totalement inenvisageable à ce stade? À ce stade, oui, parce qu'on a vu depuis quelques jours des voix dissidentes s'exprimer et en fait, on a vu les fissures dans la détermination initiale de la CEDEAO lorsqu'elle a posé son ultimatum. On a vu que s'il y avait des pays qui étaient en effet très pour, mais qu'il y en avait d'autres qui étaient beaucoup plus tièdes. Et la CEDEAO, c'est un ensemble de 15 pays, même s'il y en a fait des juntes qui sont suspendus, donc ils sont moins de 15 autour de la table, mais en tout cas, il faut un consensus politique et pour qu'il y ait une intervention militaire et un consensus politique fort, et ça, il y a peu de chances que la CEDEAO y parvienne. Le régime militaire, lui, au Niger, avance. Quelque part, il a formé un gouvernement par décret dans la nuit. Qu'est-ce qu'on sait finalement sur ces militaires qui ont pris le pouvoir au Niger ? On sait premièrement pourquoi ils ont pris le pouvoir au Niger, puisque le président Bazoum avait l'intention de changer un certain nombre de ses sécurocrates, et c'est eux qui ont pris le pouvoir, notamment le chef de la garde présidentielle, pour justement ne pas perdre leur position et notamment leur rente qui est très importante, puisque en fait depuis que la guerre contre le djihadisme s'est développée au Sahel, cela s'est traduit par d'importants financements pour les forces de sécurité, évidemment, dont une bonne partie est détournée. Et il y avait eu un scandale de corruption assez majeur au ministère de la Défense nigérien il y a quelques années qui n'avait pas été sanctionné. Et donc, pour ces sécurocrates, perdre leur position, c'était aussi perdre une partie de leur argent. Et donc, c'est la principale motivation qui est derrière ce putsch. Thierry Vircoulon, on entend des pays émettre des inquiétudes sur les conditions de détention du président Bazoum. On a relativement peu de nouvelles de lui pour le moment. Oui, on sait qu'il est détenu à Niamey et qu'il a été placé en résidence surveillée. Il est évident qu'il va être, il est actuellement l'otage parfait pour de futures négociations entre la junte et la CEDEAO. Et il est fort probable que quand la junte nigérienne aura fini d'humilier la CEDEAO, elle entrebâillera la porte, puisque ça fait 2 fois qu'elle a refusé de recevoir une délégation de la CEDEAO. Elle entrebâillera la porte pour commencer à négocier la libération et le départ du président Bazoum, qui vraiment dans ce contexte va être l'otage parfait à négocier. La junte militaire au Niger qui s'en est pris à la France hier et qui accuse Paris d'avoir libéré des djihadistes et violé l'espace aérien du pays. Des accusations fermement démenties dans la foulée par le Quai d'Orsay. Thierry Vircoulon, comment interpréter ces accusations nigériennes? Est-ce qu'on peut y voir par exemple le rôle de la Russie derrière ces allégations? Ces accusations sont très classiques parce qu'ils suivent, les putschistes nigériens suivent les mêmes scénarios qu'on a vus à Bamako et à Ouagadougou, chez leurs voisins, et donc ils
présente la France, ils utilisent la France comme le bouc émissaire parfait pour mobiliser la jeunesse urbaine et se créer une façade de popularité et donner à cette jeunesse qui a besoin d'être, qui a un désir de changement, lui donner une cible en quelque sorte. Et du coup, on voit en effet que ce sont les mêmes schémas de désinformation qu'il y a eu à Ouaga lors du putsch et à Bamako. Et comme on sait que derrière ces schémas de désinformation qui fonctionnent essentiellement sur les réseaux sociaux, il y a en effet beaucoup de faux comptes et qu'un certain nombre de ces faux comptes ont des origines russes, on peut en effet considérer que la Russie non officielle est en train d'appuyer les putschistes au Niger comme elle a appuyé ceux à Ouagadougou et à Bamako. Et puisque vous évoquez Bamako, on a appris il y a quelques minutes que la France et le Mali suspendaient leur visa, la délivrance de visa, décision qui fait suite après le placement en zone rouge du Mali par la France. On voit que les relations se dégradent encore un peu plus avec le Mali. Oui, avec le Mali, mais ça va être aussi la même chose avec le Burkina Faso et le Niger dans les semaines qui viennent. Donc, on est vraiment sur un schéma là où l'ensemble du Sahel va maintenant être anti-français. En tout cas, ces trois pays forment une grande partie du Sahel et prennent une posture anti-française, se sont évidemment rapprochés de Moscou et donc ça va être la fin de la présence militaire française au Sahel également. L'ensemble du Sahel anti-français, vous nous dites, est-ce que ça peut comporter des risques en termes de terrorisme, notamment ? Bah, écoutez, on verra, c'est trop tôt pour le dire, mais en tout cas, il est clair que la fin de l'opération militaire française au Sahel va créer un vide sécuritaire et pose une question stratégique majeure de savoir comment va s'organiser maintenant la lutte contre les mouvements djihadistes qui sont au Sahel et comment l'équilibre des forces justement va évoluer avec le départ de l'armée française et quel nouveau partenaire, alors la Russie on en a parlé mais il peut y en avoir d'autres, vers quel nouveau partenaire ces juntes militaires vont se tourner. Thierry Vircoulon, restez bien avec nous. Nous sommes en ligne avec Yves qui nous appelle de Toulouse. Bonjour Yves et bienvenue sur Europe 1. Oui, bonjour Arthur et bonjour monsieur votre interlocuteur qui, moi j'irai dans son sens, mais enfin il faut préciser aussi qu'au niveau économique, enfin le Niger quand même, parce qu'on nous a montré évidemment des Français rapatriés dans 3 ou 4 avions vers la France, mais il reste quand même pas mal de sociétés comme Areva ou même Total implantées au Niger. Et moi je pense que cette junte militaire qui a carrément, c'est un putsch, je pense qu'ils ne pourront pas se retirer comme ça, parce qu'au niveau économique, quand même, le Niger, faut savoir que déjà avec le Mali, il y a des tensions, bon, le Tchad également, la Mauritanie également, on n'en parle pas, le Togo aussi, qui est un petit pays. Mais moi, la question que je me pose aussi actuellement, c'est que par rapport au réseau Wagner, parce que le réseau Wagner, j'ai lu sur un site russe qui était déjà, enfin, ils sont quand même un peu partout, quoi. Ils sont déployés au-delà de l'Ukraine, ils sont quand même sur l'Afrique et dans tout. Je ne sais pas ce qu'en pense votre interlocuteur concernant la milice de Wagner. Alors justement, on pose la question à Thierry Vircoulon sur ce rôle des miliciens russes de Wagner au Niger. On sait qu'ils jouent un rôle important désormais au Mali. Est-ce qu'on s'oriente vers un scénario similaire au Niger ? On va voir, en tout cas, il est clair qu'ils ont rencontré, quand ils ont été à Bamako, ils ont rencontré des représentants de Wagner. La junte malienne joue le rôle au Sahel d'entremetteur pour le groupe Wagner, parce qu'ils avaient déjà aussi fait établir les contacts avec Ouagadougou. Donc, je veux dire, on est sur un scénario qui se répète. Alors, évidemment, le groupe Wagner essaie toujours de faire croire qu'il est plus gros qu'il n'est, et donc dit qu'il est partout en Afrique, alors que ce n'est pas le cas. Mais en tout cas, là, sur le Sahel, clairement, il est en train, lui, et d'ailleurs l'influence russe, il faut
sont en train de marquer des points au détriment de la France, ça c'est clair. Et ce qui est aussi très intéressant, c'est de voir que en fait leur arme principale, c'est la propagande sur les réseaux sociaux. Et donc c'est ni la force militaire, ni une action économique, c'est les réseaux sociaux qui sont devenus maintenant la principale arme du groupe Wagner et on peut dire de Moscou dans la région. Thierry Vircoulon, Yves nous parlait tout à l'heure de l'importance économique du Niger, en particulier pour la France. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce point? La France va devoir renoncer à ses intérêts au Niger? Bon, on va voir. Enfin, de toute façon, si la relation se détériore, il est clair que les entreprises françaises ne seront pas les bienvenues au Niger. Et après, la junte verra comment elle arbitre entre ces différents intérêts économiques. En ce qui concerne l'uranium, qui est le principal sujet dont on parle dans les relations franco-nigériennes, il faut savoir que Orano a 3 permis là-bas et qu'elle n'en exploite qu'un seul, que les 2 autres sont des permis dormants. Et donc, c'est que l'approvisionnement en uranium du Niger représente 10% de l'approvisionnement français. Donc, c'est quand même pas fondamental et ça peut se remplacer. La position de la France, Thierry Vircoulon, qui semble avoir évolué. C'était relativement intransigeant il y a 2 semaines, juste après le coup d'État. Aujourd'hui, on sent que Paris privilégie la voie diplomatique. Est-ce qu'on peut résumer ça comme je viens de le faire? Paris s'aligne sur la position de la CEDEAO et donc plus la position de la CEDEAO s'amollit, plus la position de Paris s'amollira également. Et en fait, l'impuissance de la CEDEAO, ça va aussi être l'impuissance de Paris. Et peut-être pour revenir sur les accusations formulées hier par les autorités, les nouvelles autorités militaires nigériennes, à l'encontre de Paris sur d'éventuelles manœuvres militaires, des libérations de terroristes, hein, comme elles ont été qualifiées. Ça vous paraît crédible ou il faut vraiment, comme le fait la France, démentir ces informations le plus rapidement possible? Non, on est rentré dans le paradis des campagnes de désinformation, comme je le disais, et des campagnes de désinformation qui sont très formatées. On a entendu les mêmes accusations au Mali et au Burkina Faso, donc c'est vraiment une répétition. Et il est évidemment important d'apporter la vérité sur ces faits et de les démentir, mais il faut bien comprendre quel est leur objectif. Leur objectif, c'est de désigner à la population nigérienne un bouc émissaire, et c'est la France qui joue ce rôle au Niger et dans toute la région actuellement. Et c'est bien malheureux, et il est important évidemment de répondre à ces accusations, mais chaque jour il va y avoir de nouvelles accusations contre la France, professées par la junte. Ça va se succéder chaque jour. Ce sentiment anti-français, Thierry Vircoulon, qui, vous venez de le dire, se répand dans la région, un peu partout au Sahel et plus largement en Afrique. Comment il s'alimente? Et peut-être on a l'impression d'une forme d'impuissance des autorités françaises pour lutter contre ce sentiment anti-français. On a l'impression qu'il n'y a pas grand-chose qui peut être fait aujourd'hui par Paris pour inverser ce processus. Oui, il n'y a pas grand-chose qui peut être fait aujourd'hui parce qu'en fait, il fallait agir il y a 10 ou 20 ans. Parce que les racines de ce sentiment remontent à cette époque et elles sont dues au fait que les élites politiques africaines ont mis en avant très souvent l'idée d'un complot de la France contre l'Afrique. Alors évidemment, il y a des faits historiques au XXe siècle qui ont alimenté cette idée, mais cette idée maintenant est devenue assez largement fantasmée et elle est utilisée par des élites politiques africaines qui sont en manque de popularité. Et donc les putschistes, par définition, ont manque de popularité et ont besoin de boucs émissaires. Et donc ils exacerbent cette idée. Et cette idée est déjà, comme je disais, enracinée depuis très longtemps dans l'opinion publique africaine, parce qu'elle lui a été répétée par ces élites politiques. Et donc maintenant, il est en effet assez trop tard, je dirais,
pour essayer de l'extirper. Et c'est pour ça, comme vous le disiez, qu'on a l'impression d'une grande impuissance de Paris face à ce discours qui se développe. L'Élysée et le ministère de la Défense qui ont tout de même tenté de réagir, notamment avec la fin de l'opération Barkhane ou le changement de stratégie dans plusieurs États africains d'un point de vue militaire, avec plus de formation et une présence française moins visible. Là encore, est-ce que ça peut être efficace à vos yeux, Thierry Vircoulon ? On voit son inefficacité depuis une semaine, puisque le Niger était censé être la vitrine de cette nouvelle politique, où l'armée française, après en post-Barkhane, si je puis dire, était là maintenant en appui aux opérations de l'armée nigérienne et devait répondre aux demandes et sollicitations de l'armée nigérienne. Et donc ça, c'était présenté comme la vitrine. Or, la vitrine vient d'éclater, puisque les putschistes ont pris le pouvoir et surtout leur première action après avoir pris le pouvoir, c'est d'accuser la France tous les jours. Donc cette nouvelle politique, on voit son résultat depuis une semaine. Merci infiniment Thierry Vircoulon, chercheur associé à l'Institut français de relations internationales. On va se retrouver dans un petit instant pour parler d'une mauvaise surprise, le retour du Covid cet été, qui gâche d'ailleurs la vie de certains d'entre vous. Vous nous appelez au 01 80 20 39 21. À tout de suite sur Europe 1.